Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du Soir 3 Week-end. L'actualité se décline en 4 mots. Renaissance. 1 an après l'effroi et le chaos, le Bataclan rouvre ses portes le 12 novembre. Le chanteur Sting aura la mission bien délicate et émouvante de faire revivre les lieux. Délogés. À Paris, les migrants ont quitté ce matin le quartier Stalingrad. Évacuation dans le calme pour des centres d'accueil. Plus de 3000 personnes vivaient dans ce campement de fortune. Nos limites, pas de limites pour occuper le siège de la Maison-Blanche. Clinton et Trump se rendent coup pour coup à 4 jours de l'élection. Nous reviendrons très largement sur l'événement en compagnie de Henry Lance, auteur et chercheur franco-américain, pro-démocrate, et Paul Ryan, vice-président républicain de l'étranger en France. Légende enfin, le Vendée Globe s'élancera dimanche des Sables-d'Olonne. Nous évoquons cette course mythique qui fait rêver tous les navigateurs. Mais avant de développer cette information, par cette prise d'otage qui vient de se terminer à la maison d'arrêt de Dijon, un détenu armé d'un couteau retenait depuis 18 heures un surveillant. Les forces d'intervention sont rapidement déployées sur les lieux. Nous reviendrons sur cette actualité dans le cours de cette édition. Après le chaos, la Renaissance, le Bataclan va rouvrir ses portes le 12 novembre, la veille de la date de la commémoration de l'attentat qui a fait 90 victimes, c'était il y a un an. Et c'est le chanteur britannique Sting qui aura l'émouvante mission de redonner vie à ce lieu. Perrine Kettels, Antoine Laroche. Devant la façade, encore quelques fleurs. 1 an après les attentats, la douleur est toujours présente, mais le Bataclan s'apprête à tourner la page. Dans une semaine, la musique retentira à nouveau. Et pour beaucoup, il était temps. Pour moi, il y avait vraiment urgence. C'est une salle connue et j'attendais vraiment que ça. Et là, je suis vraiment content que ça ait mis finalement qu'une année pour repartir sur de bonnes bases. Les fois où je passais, je me disais que ça mettait du temps à réouvrir, justement. Je trouve que c'est resté trop longtemps. Après, je sais pas ce qu'ils ont à l'intérieur. Peut-être que ça a pris le temps que ça devait prendre. Garder l'esprit du Bataclan, mais effacer les traces de l'attaque qui a fait 90 morts. Carrelage, plafond, siège, tout a été refait, mais à l'identique. 8 mois de travaux et la salle de concert revit. Et c'est Sting qui va inaugurer cette nouvelle version du Bataclan. La salle a marqué ses débuts de chanteur. Il tenait à être là pour sa réouverture. Merci à Sting d'être là pour montrer qu'on a fait face, qu'on s'est relevé, qu'on avance, que le Bataclan revit. Merci à lui de nous permettre de faire du bruit en France et à l'international, de montrer que, malgré ce qui s'est passé, on ne pourra jamais l'oublier. Les recettes du concert seront entièrement reversées à 2 associations de victimes. Retour à présent sur cette actualité que nous développions il y a un instant, à savoir cette prise d'otage qui vient de se terminer à la maison d'arrêt de Dijon. Un détenu armé d'un couteau retenait depuis 18 heures un surveillant. Les forces d'intervention sont rapidement déployées sur les lieux où nous retrouvons Sylvain Bouillot pour plus d'informations. La prise d'otage avait commencé ici en fin d'après-midi. Le détenu a menacé alors le surveillant avec une lame de rasoir. L'homme âgé de 21 ans est suivi pour suspicion de radicalisation. Il demandait son transfert vers un autre établissement pénitentiaire. Tout s'est géré sereinement, avec détermination, mais sereinement. Donc voilà, le détenu a demandé son transfert, ce qu'il va obtenir évidemment. Et le principal, c'est qu'en effet, notre collègue s'en sorte indemne physiquement déjà. Là, il a été pris en charge par une cellule d'aide parce que très choqué par cette prise d'otage qui a duré, comme j'ai dit tout à l'heure, quand même un certain moment. Ce soir, le détenu est placé en garde à vue auprès du SRPJ de Dijon. Le surveillant, lui, se porte bien. Et vous pouvez continuer à suivre les développements de cette actualité sur l'application France Info. À Paris, la place Stalingrad, presque comme avant les migrants évacués ce matin après le démantèlement de Calais. Le gouvernement a fait procéder à l'évacuation de quelques 3800 personnes qui vivaient dans ce campement de fortune dans le nord-est de la capitale. Et pour empêcher la reconstruction d'un tel bidonville, un centre d'accueil humanitaire doit ouvrir prochainement à Paris.
L'opération d'évacuation s'est déroulée dans le calme ce matin. Les migrants ont été conduits dans des centres d'hébergement en Île-de-France avant le traitement au cas par cas de leur dossier. Le soulagement pour ces hommes, femmes et enfants enfin mis à l'abri. Charlotte Gillard et Alexandre Dupont. Escortés par les CRS, ils sont les derniers à quitter ce midi le campement de Stalingrad. À bout de bras, ces migrants emportent quelques affaires, laissant derrière eux leurs abris de fortune. La fin d'une évacuation qui a débuté bien avant l'aube. Massés sur cette place tôt ce matin, 3800 personnes sont sommées d'attendre leur tour avant de monter dans les bus. Beaucoup sont impatients de rejoindre les centres d'accueil. Je suis tellement heureux de partir. Je remercie la France, les Français, tout le monde de m'accueillir. Merci. Toute la matinée, de nombreux riverains viennent assister à la scène. Leurs sentiments sont partagés. Ça vous fait quoi de voir ce démantèlement aujourd'hui ? C'est très bien. Et ça gêne un peu tout le quartier. On croise au quotidien cette situation inhumaine et on se pose beaucoup de questions sur ce que font les pouvoirs publics, à part les mettre dans des cars régulièrement pour aller je ne sais où. Un voisinage sceptique, car le quartier connaît son 3e démantèlement en à peine 3 mois. Alors que les pelleteuses sont encore à l'œuvre, ces bénévoles anticipent déjà le retour des migrants et s'empressent de récupérer les tentes. Parce qu'à chaque évacuation, il y a entre 10 et 20% de personnes qui n'ont pas de solution d'hébergement. Soit pas de solution d'hébergement tout court, soit des solutions d'hébergement qui ne sont pas dignes et pas acceptables et qui préparent à revenir. Comme ici à Fontainebleau, tous ont rejoint ce soir les 78 centres répartis en Île-de-France. Leur séjour ne sera que temporaire, le temps d'étudier leur situation administrative. La crise migratoire est devenue un enjeu majeur de la campagne présidentielle. Hier, lors du second débat de la primaire de la droite et du centre, la question a été évidemment évoquée. Voici les réponses apportées par plusieurs candidats en lice, à commencer par Alain Juppé. Pour ceux qui sont en situation légale, il faut faire un effort. J'étais dans la jungle au début de cette année, la situation était intenable, à quelques conditions là encore, de petits sites, 20 à 30 personnes, pas beaucoup plus, en accord avec les communes, sous la responsabilité de l'État qui doit assurer à la fois l'accueil de ces personnes et la sécurité. Et si on fait ça, on constate que les habitants, à condition qu'on leur explique les choses, font preuve de beaucoup de générosité. La plupart veulent aller en Angleterre. Il faut donc le 7 mai aller en Angleterre et négocier avec Theresa May l'ouverture d'un hotspot, d'un centre, pour que les Anglais décident eux-mêmes de ceux qu'ils veulent accueillir et de ceux qu'ils refusent. Ce n'est pas à nous de le décider. Est-ce que la France peut continuer à accueillir des étrangers en nombre sans qu'il y ait des tensions sociales très fortes dans notre pays? Et ma réponse, c'est non. Les démantèlements de campements et les déclarations d'intention politique ne changent malheureusement pas la donne. La volonté de fuir la guerre pousse chaque jour de nouveaux migrants à tenter l'impossible au péril de leur vie. Ainsi, de nouveaux naufrages sont intervenus mercredi au large de la Syrie. 239 personnes sont mortes. Seules 29 ont pu être secourues par les gardes-côtes italiens. Retour en France avec cette actualité qui va donner le frisson à tous les parents à Neuilly-sur-Marne. Une directrice d'école maternelle et une enseignante sont soupçonnées de maltraitance sur plusieurs enfants. Coups au visage, enfants ligotés et enfermés dans un placard. 2 mères de famille ont mené l'enquête avant d'alerter les autorités. Marc Dana avec Aude Blaché et Virginie de la Haute-Maison. Depuis que l'institutrice et la directrice de cette école maternelle ont été suspendues, les langues des parents d'élèves se délient. Il y a 4 ans, ma fille me parlait déjà justement de la directrice et d'une maîtresse en particulier qui maltraitait, qui tapait et qui les enfermait dans un placard. Mon fils qui pleurait, qui ne voulait pas y aller, qui me disait j'ai peur, je ne comprenais pas. Moi je pensais que c'était parce qu'il avait peur que je l'abandonne. Ce sont ces 2 mères qui ont été les premières à signaler ces faits de maltraitance. 2 jours avant les vacances de la Toussaint, l'une d'elles a retrouvé sa fille de 3 ans en pleurs. Elle avait fait pipi sur elle et elle n'avait pas l'habitude de faire ça. J'ai voulu la laver. Quand j'ai voulu faire un shampoing, elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête, que la maîtresse l'avait tapée dessus. Elle a fait la gestuelle, elle a mimé. Et c'était une torgnole en fait. Le lendemain matin, je m'en vais au centre de loisirs déposer mes enfants. Je croise une personne qui me dit « Écoutez, effectivement, il y a des choses qui se passent dans l'école, vous feriez mieux d'écouter votre fille ».
En lançant une pétition, d'autres témoignages de parents d'élèves affluent. Ils évoquent des enfants de maternelle frappés, ligotés et enfermés dans un placard. Suite à une dizaine de plaintes, l'académie a décidé de suspendre l'institutrice et sa directrice. Je n'admettrai aucune maltraitance sur élèves au sein de nos établissements scolaires. Nous attendons les résultats de l'enquête avant d'engager une procédure disciplinaire. Après avoir entendu les enfants, la brigade des mineurs devrait prochainement auditionner tout le personnel enseignant de l'école. Restons à l'école, toujours pour parler de violence, mais celle-ci s'exerce entre élèves. Il s'agit du harcèlement scolaire. Mathilde Monet, aujourd'hui âgée de 16 ans, a été la proie de ses soi-disant camarades de classe pendant 2 longues années. L'écriture a été son salut. Son livre, 14 ans harcelé, vient de paraître aux éditions Mazarine. Nous avons recueilli son témoignage édifiant en compagnie de Denis Bassompierre et Jean-Antoine Belzins. Presque depuis le premier jour, on a commencé à me faire des remarques. Et puis il y a eu la première insulte, sale castor. Parce que j'avais les dents en avant. Et ils me trouvaient laide. Je me suis défendue, je les ai insultés aussi. Je voulais pas me laisser faire. Mais ils ont été finalement plus forts. Oui, parce qu'après, c'était plus une personne, ça a été 3 personnes, puis une classe entière. C'était 15 à 20 personnes qui me frappaient tous les jours. Dès que je faisais un geste, tout le monde m'insultait, ou tout le monde faisait semblant de vomir, ou je me prenais un coup. Ne serait-ce que, je sais pas, je n'osais même plus bouger un bras. Je ne levais plus la main en classe, je parlais plus. Le moindre geste était un danger. La classe était réunie en un seul groupe. Et le seul moyen d'avoir des amis, c'était de me frapper en fait. Plus on me frappait, plus on était bien vu. Il n'y a pas d'humanité dans ton groupe. Non, il y avait plus. J'étais pas un être humain à leurs yeux. J'étais juste une sale pute qu'il fallait frapper. On me disait pends-toi, suicide-toi. On me disait qu'à ma place, avec ma tête, eux, ils seraient montés sur le toit du collège et ils se seraient jetés dans le vide. Et à un moment donné, t'as presque un passage à l'acte. À la fin de la 6e, oui, je suis allée sur mon balcon et j'ai voulu me jeter dans le vide. Qu'est-ce qui te retient? Les vacances d'été sont dans quelques semaines et je me suis dit que j'allais tenir. J'ai tout caché à ma famille. Pour moi, j'étais coupable. J'avais honte et je pouvais pas en parler. Coupable de quoi? Je me sentais coupable de ne pas pouvoir me défendre. Et en quelque sorte, je me suis dissociée. Et c'était comme si c'était plus moi qui étais frappée, en fait. J'ai vu un enfant dans la rue en train d'être frappé. Et je me suis vue en train d'être frappée, en fait. C'est de voir quelqu'un d'autre. Ça m'a fait d'un seul coup réaliser que c'était pas de ma faute, que personne méritait ça. Je suis allée parler à ma mère ensuite, un soir. Je lui ai dit « Maman, j'ai été harcelée au collège ». Et on est allé porter plainte. En écrivant, j'ai réussi à retrouver la vie. Et c'est en écrivant justement que j'ai pu donner un sens à ce qui m'est arrivé et qu'aujourd'hui j'aimerais dire à toutes les victimes de parler. Parce que personne ne doit se sentir coupable de ça, personne ne peut mériter ça. Et il y a une vie après le harcèlement. Et je vous rappelle l'ouvrage de cette belle héroïne, Mathilde Monet, 14 ans, harcelée, qui vient de paraître aux éditions Mazarine. Et le harcèlement scolaire en France, quelques chiffres pour parler de ce fléau. Il touche 12% des élèves, soit plus de 70 000 jeunes victimes. Il concerne 10% des collégiens, dont 7% de manière très sévère. Ce fléau pousse au suicide 3 à 4 000 élèves chaque année. Enfants, parents, notez ce numéro vert qui s'inscrit pour tout signalement et tout soutien, composé le 30 20.
Donc plus de 700 000 victimes, il est urgent d'agir. On passe à l'étranger à présent, en Irak. Il y a du nouveau sur le front de Mossoul. Les forces irakiennes sont entrées ce vendredi dans l'est de la ville. La bataille fait rage, tirs, bombes, la résistance des djihadistes est forte. Cependant, les forces de la coalition affirment aujourd'hui avoir repris 6 districts de la deuxième ville d'Irak, considérée comme le fief du groupe État islamique. Évoquons à présent la situation très inquiétante en Turquie où l'on assiste à une dérive totalitaire du président Erdogan. Les arrestations se multiplient contre l'opposition, les médias, l'appareil judiciaire. Erdogan règle ses comptes après le coup d'État manqué du 15 juillet. Éléonore Bailly. Des civils allant au contact de la police. Des images quotidiennes en Turquie. 3 mois et demi après le coup d'État raté de juillet, le président Erdogan ne cesse de prétexter l'état d'urgence pour se débarrasser de ceux qui l'empêchent d'instaurer un régime personnel. Il a fait arrêter ce matin, à l'aube, 12 dirigeants du HDP, parti pro-kurde, pourtant élu au Parlement. Il serait coupable, selon lui, de soutenir le PKK, mouvance terroriste kurde. Si ceux qui sont élus s'impliquent dans le terrorisme, alors ils doivent en payer le prix. Ces arrestations permettent surtout à Erdogan de monter d'un cran de plus dans son projet de régime présidentiel sans contre-pouvoir. Il sait que les députés arrêtés ne modifieront pas la Constitution dans son sens. Dans le reste du monde, c'est la consternation. Les démocraties occidentales dénoncent le nouveau durcissement du régime. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les arrestations préventives de ces députés membres de l'opposition. Une manifestation de soutien aux députés, organisée cet après-midi à Diyarbakir, principale ville kurde, a dégénéré. Les policiers ont utilisé la force contre la foule. Des brutalités qui n'augurent rien de bon pour demain. Un autre rassemblement de ce type étant prévu à Istanbul. Dans 4 jours, nous connaîtrons le nom du futur locataire de la Maison-Blanche. Hillary Clinton ou Donald Trump, démocrate ou républicain, le suspense est total. Les candidats jettent leur dernière force dans cette bataille si féroce, enchaînant les meetings pour convaincre les électeurs indécis. Le climat de cette campagne américaine est particulièrement délétère. On retrouve à New York Elisabeth Guedel. Bonsoir Elisabeth, tous les coups semblent bons pour l'emporter et l'on peut craindre le pire à 4 jours de l'échéance. Et oui, cette campagne présidentielle s'achève comme elle a commencé, avec son lot de critiques et d'attaques personnelles. Donald Trump est très offensif. Il accusait encore aujourd'hui sa rivale d'être instable, affaiblie, susceptible d'être poursuivie par la justice américaine dans l'affaire des emails. Hillary Clinton, elle, sur la défensive, répète qu'une présidence Trump serait dangereuse car c'est un homme qui méprise les femmes, insulte les minorités, divise le pays. Bref, les sujets de fond sont très peu abordés. Je peux vous dire que les Américains en ont assez de cette campagne. Ils ont hâte de connaître le nom enfin de leur prochain président. Oui, et 30% des électeurs se sont exprimés. L'écart entre les deux postulants à la Maison-Blanche s'est considérablement réduit ces derniers jours. Que disent les tout derniers sondages, Elisabeth ? Écoutez, 35 millions d'Américains ont effectivement déjà voté par anticipation. Alors ça ne veut pas dire que la participation sera élevée car ces électeurs, pour beaucoup, avaient de toute façon l'intention d'aller voter mardi. Alors si l'on en croit les derniers sondages, les deux candidats sont au coude à coude avec une légère avance pour Hillary Clinton, moins de 2% en moyenne. C'est très peu, tout se joue dans quelques États, dont la Floride, indispensable pour accéder à la Maison-Blanche. Là, l'écart est de moins de 1%. Et en Floride, comme dans une vingtaine d'autres États américains, si les résultats s'avèrent très serrés, moins de 1%, 0,5% entre les deux candidats, eh bien un recomptage automatique sera enclenché et les Américains se préparent à cette possibilité. Merci beaucoup Elisabeth pour toutes ces dernières précisions. Et pour comprendre cette phase finale de l'élection, nous retrouvons les invités du Soir 3 Week-end. Henry Lenz, auteur et chercheur franco-américain pro-démocrate. Vous êtes l'auteur d'Allo Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère. C'est vous l'Américain en colère aux éditions Max Milo. Et face à vous, eh bien Paul Reen, vice-président républicain de l'étranger en France. Messieurs, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. Alors à 4 jours de l'élection, est-ce que vraiment tout est possible ? Oui, tout est possible. Il peut y avoir une catastrophe. On voit que Hillary Clinton est la favorite de très peu. On espère forcément que Hillary Clinton va passer. Ça devrait être le cas. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et donc, parce que c'est Donald Trump, une catastrophe dans ce cas.
Monsieur Reen, qu'en Oui, dites-vous? tout est possible en ce moment. Donald Trump, depuis les dernières 2 semaines, a vraiment réduit l'écart et c'est très serré. Mais pourquoi c'est serré? C'est serré parce que l'ensemble des Américains, finalement, ont convaincu que ce que les républicains affirment depuis toujours, que Hillary Clinton représente une culture de corruption. Elle est complètement corrompue. Et maintenant, il y a 2 enquêtes par le FBI contre Hillary Clinton, ouvertes. J'imagine que vous ne partagez bien évidemment pas du tout cette opinion. Hillary, corrompue? Moi, je ne défends pas nécessairement toutes les positions de Hillary Clinton. Moi, mon objectif, c'est de dire que le système politique américain est à bout de souffle. Forcément, je soutiens Hillary Clinton face à Donald Trump qui n'a aucune expérience, aucune connaissance, aucune compétence politique. Et vous dites que c'est même un danger pour l'Amérique? Je pense que c'est un danger pour les États-Unis, pour les Américains, mais aussi pour le reste du monde, que ce soit en matière de sa politique étrangère, mais surtout sa politique intérieure, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur le social, le progrès des femmes, le progrès pour les LGBT. Donald Trump n'est pas du tout dans le bon sens de l'histoire, que ce soit sur la question environnementale aussi. Il pense que le changement climatique est un problème qui est inventé par les Chinois. Rien que pour ce fait-là, il ne devrait pas être candidat à la présidence des États-Unis. Mais bon, beaucoup d'allégations des deux côtés et pas vraiment de curseur important, d'idées novatrices. Paul Reen? Donald Trump a beaucoup des idées. Mais avec tous les scandales par le côté Hillary Clinton, c'est difficile tout est la vraiment faute d'Hillary des... Clinton. Si je vous entends, tout est la faute d'Hillary Clinton. Trump est victime d'une cabale. Non. C'est le fait qu'il y a 2 enquêtes FBI ouvertes maintenant contre Clinton. C'est pas la faute de Donald Trump, c'est pas la faute des républicains. Même qu'elle accuse les républicains et même les Russes que les fautes des Russes, c'est pas ça. C'est les vraies enquêtes. Le premier, c'est les emails où elle a caché les informations classifié top secret. Elle a mis le sécurité nationale en risque. Et le deuxième, c'est le Clinton Foundation, qui est très important aussi, où il y avait des donateurs sur une fondation, entre guillemets. Et vous, Américain, vous vous reconnaissez en Donald Trump? Vous êtes fier de votre candidat républicain? Évidemment, on était un peu dévisé pour Donald Trump. Son caractère, c'est pas top. Mais il faut séparer son caractère par ses politiques. Et finalement, on a un choix entre 2 candidats. Et ces politiques, contrairement à ce que monsieur dise, ils sont très populaires avec le peuple pour améliorer l'économie et plein des autres politiques. Alors que dit justement cette campagne extrêmement violente? On le voit quotidiennement. Qu'est-ce qu'elle dit de l'Amérique, monsieur Lenz? Elle dit premièrement que non, Donald Trump ne représente pas ce que souhaite l'électorat de droite et c'est parce que le Parti républicain a été très divisé que Donald Trump est venu et a usurpé cette investiture. Mais ce que ça montre, c'est que les Américains souhaitent quelque chose de nouveau, souhaitent justement que nous évacuions l'argent de la politique, dans les financements privés des campagnes, par exemple, ce que d'ailleurs le Parti républicain souhaite continuer. Il ne souhaite pas justement réformer cela. Il souhaite aussi que nous améliorons la question de la santé publique. Il y avait 49 millions de personnes qui n'avaient aucune assurance maladie avant que Obama il a fait sa réforme. C'est encore une fois bloqué par le Parti républicain, notamment dans les États fédérés, en ce qui concerne la mise en œuvre de cette loi de Barack Obama. Et on voit des gens qui souffrent à cause de ce blocage par les partis républicains dans les États fédérés au niveau local. Et donc les Américains veulent qu'il y ait un changement à Washington. C'est sûr que Hillary Clinton ne fait pas rêver la population comme Barack Obama l'a fait. Par contre, elle est une personne qui est bien plus compétente, avec beaucoup plus de connaissances, d'expérience. Elle a probablement le meilleur CV d'une candidate à la Maison-Blanche. Elle pâtit aussi du sexisme de l'électorat. Et je dois aussi dire, je veux montrer que le Parti républicain, c'est sûr que Donald Trump reflète une position qui est claire dans le Parti républicain, c'est que seulement un élu au Congrès sur 10 des républicains est une femme. Et Donald Trump reflète bien ce fait-là. Donc dans ce sens-là, il reflète bien la position du Parti républicain. Donc on va avoir la première femme présidente de l'histoire, c'est extrêmement important. Et attendons mardi, parce qu'il y a peut-être des cartes encore à jouer, les dernières pour Donald Trump, peut-être pour l'emporter mardi. Quelles sont-elles rapidement? Il va parler de ses politiques. Et par contre, que monsieur dise, l'Obamacare, c'est un véritable désastre. Oui, il a couvert 10 millions de personnes qui n'ont pas eu l'assurance avant, mais à quel coût?
majorité des Américains a vu le coût de la santé monter, double, triplé. Donc il va parler de ses politiques, il va réduire les impôts pour tous les moyennes classes. Et ça va vraiment stimuler l'économie. Il va parler des bonnes choses comme ça. Bon, et pas de coup bas envers Hillary? Pas de combat Pas de coup bas, pas de coup bas, de dossiers qui pourraient sortir d'ici mardi. C'est ce qu'on peut attendre, craindre? Tout peut arriver demain. Avec Clinton, les scandales ne vont jamais arrêter. Et avec les 2 enquêtes de FBI, si elle est élue, elle sera le premier président avec les enquêtes criminelles ouvertes par le FBI. Et ça va durer toute l'année de 2017. Et ça sera vraiment difficile pour elle d'être un bon président à cause de ça. Un dossier sérieux qui empoisonne sérieusement effectivement cette fin de campagne. Un dernier mot sur peut-être les dernières cartes à jouer pour Mme Clinton pour qu'elle l'emporte. Hillary Clinton va marteler le message qui est pourtant très très clair à la population du monde. C'est que Donald Trump serait quelqu'un de complètement incompétent dans la Maison-Blanche. Et juste un dernier mot sur la santé. Obamacare, c'est pas un désastre. Obamacare permet à des gens d'accéder à des frais, à pouvoir financer leurs frais de santé. La raison pour laquelle les frais sont extrêmement élevés, c'est parce que le Parti républicain bloque et qu'il pense que la santé c'est un bien comme un autre. Il faut privatiser tout le système. Qui divise énormément aussi Donc, la population américaine, on a vu. Et nous devons aller dans le sens de l'histoire et mettre en œuvre la politique lancée par Obama. L'Amérique a rendez-vous à nouveau avec son histoire, c'est mardi prochain. Et nous suivrons bien évidemment cette actualité sur nos antennes. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation du Soir 3 Week-end. Ce 4 novembre est un jour historique pour le climat. Moins d'un an après son adoption, le traité de la COP21, qui doit réguler les débordements climatiques, entre en vigueur aujourd'hui. Pour saluer l'événement, Paris, ville hôte du traité, a illuminé en vert plusieurs monuments emblématiques de la capitale, comme la Tour Eiffel, regardez, l'Arc de Triomphe. Reste désormais le plus dur à faire, limiter en deçà de 2 degrés le réchauffement climatique, une opération symbolique qui annonce l'ouverture lundi de la COP22 à Marrakech. Dimanche, au Sable d'Olonne débutera une nouvelle épopée maritime. Le Vendée Globe est de retour. Un tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance. 29 skippers sont en lice pour cette 8e édition. Des passionnés prêts à endurer le pire pour vivre des moments magiques. Mathieu Méranville. Du Vendée Globe, on garde toujours l'image de l'arrivée triomphale du vainqueur. Il y a 4 ans, François Gabard devient le petit prince des océans, avec sa course en solitaire record. Une leçon de vie en un peu plus de 78 jours. J'ai appris sur moi, je crois. Sur moi, j'ai appris qu'on avait des limites qui étaient très 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 loin. En 1990, François Gabard a peine 7 ans lorsque Titouan Lamazou devient le premier vainqueur de l'épreuve. Je ne m'attendais pas quand même à autant de monde. Mais le Vendée Globe n'a rien de long fleuve tranquille, avec son passage auprès des 3 caps, Bonne-Espérance, Luéwin et Cap-Horn, et des marins toujours sur le fil. Lors de la 2e édition, Bertrand de Broc se recoue lui-même la langue après un accident avec son cordage. J'ai la langue recousue, je me suis recousu la langue hier soir. En 96, Raphaël Dinelli chavire. Il est sauvé in extremis par l'anglais Pete Goss. À quelques heures d'intervalle, Thierry Dubois a été litroé par la marine australienne. L'anglais Tony Bellimore chavire également. Un sauveteur australien en noir vient à sa rescousse dans une mer déchaînée. La course vire au cauchemar. Sur les 16 bateaux engagés, 6 seulement arrivent à bon port. Jerry Roof disparaît à jamais, seule victime à ce jour. En 2000, l'anglaise Hélène MacArthur rentre dans l'histoire. Ce petit bout de femme termine 2e derrière Michel Desjoyaux. Un exploit car Desjoyaux est surnommé le professeur. Il est le seul à avoir remporté 2 fois cette course, surnommé l'Everest des mers. Et tout de suite, c'est l'actualité des régions. Le lieu se nomme lui-même Institut de beauté sociale et solidaire. Il s'est ouvert à Bergerac et c'est l'association de Main en Main qui le gère. Si le service est le même que dans les grands salons, le prix des soins est nettement plus abordable. Cette esthéticienne bénévole offre son temps et son savoir-faire. C'est très bien de donner de mon temps libre vu que je ne travaille pas pour l'instant. Donc tant qu'à faire, proposer mes soins aux personnes. Une esthéticienne, une coiffeuse et une prothésiste ongulaire travaillent ainsi au service des personnes moins fortunées.
Quand j'allais avant chez une prothèse angulaire, elle me prenait entre 70 et 80 €, et là je suis à 5 fois moins cher. Pour bénéficier des services de l'association, une seule obligation, adhérer et prendre un abonnement à l'année dont le prix varie selon les revenus. Leur évocation excite l'imagination des plus jeunes. Les plantes carnivores dont le jardin botanique de Lyon propose la découverte à ses jeunes visiteurs ne dévorent pas les hommes comme dans les films. Elles se contentent d'insectes et c'est déjà captivant. Les mouches, elles vont monter, ou d'autres insectes, ils vont monter, ils vont essayer de sortir, et ils vont se cogner, comme les mouches qui se cognent à nos fenêtres. Voilà, jusqu'à ce qu'elles s'assomment et qu'elles tombent dans le fond du piège. Anne-Cécile est animatrice au jardin botanique du parc de la Tête d'Or. Régulièrement, en petits groupes, elle partage sa passion des plantes carnivores, un univers qui fascine et qui reste méconnu. Souvent, on a vu ça dans les films, dans les jeux vidéo, les plantes qui mangent les hommes, etc. Donc c'est toujours quelque chose qui parle beaucoup à l'imaginaire des gens. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité des plantes et tous les moyens qui ont été mis en place pour attraper les insectes. Enfin, c'est vraiment fascinant, quoi. Et aussi toute la biodiversité qui vit aussi autour de ces plantes, parce qu'on a des animaux qui vivent dans ces plantes, on a des animaux qui arrivent, qui volent entre guillemets les plantes, qui leur mangent les insectes. Ça, je trouve ça vraiment fascinant. Ce jour-là, Louis a été très attentif et a bien compris comment la plante peut capturer un insecte. Des fois, elle se ferme et des fois, soit elle se ferme, soit elle l'englue, elle le colle, soit elle le fait tomber dedans et elle l'emprisonne. Avec un peu de patience, la visite peut se révéler hyper réaliste, comme quand une mouche inconsciente se risque au plus près du danger. Et donc là, elle est en train de manger, et puis elle va descendre de plus en plus bas jusqu'à tomber à l'intérieur. Cette balade thématique s'inscrit dans le cadre plus général des visites proposées par le jardin botanique. Des plantes spectaculaires aux coulisses du jardin, il y en a régulièrement et pour tous les publics. Vous aimez l'opéra et les dessins animés? La version de L'Enfant et les sortilèges présentée à Lyon devrait vous plaire. L'œuvre de Maurice Ravel a été revisitée par un vidéaste amateur d'effets spéciaux. Le résultat est spectaculaire. Des costumes virtuels et en guise de décor, des animations projetées sur une immense toile en tulle. Un monde tout droit sorti de l'imaginaire de Grégoire Pont. Les Disney des années 50 m'ont beaucoup influencé, mais aussi les animateurs qui ont fait de l'art abstrait dans les années 30. Et comme c'est un spectacle où ça se passe un peu en 1920-1930, donc je me suis un peu renseigné sur les graphismes art déco et des choses comme ça. Chaque animation est lancée en temps réel et de façon manuelle par ces techniciens pour suivre le rythme de la partition au plus près. Côté chanteur, la rigueur est de mise. Ils doivent respecter les emplacements qui leur ont été assignés au centimètre près. J'ai eu l'idée dans un théâtre londonien où je travaille. À l'arrière de l'orchestre, dans la fosse, il y a des numéros, et ce depuis des centaines d'années. Des numéros placés pour les danseurs de ballet. Et donc, nous avons fait une ligne avec des chiffres pour les chanteurs. Au centre, on commence à 0 et ça va jusqu'à 10 de chaque côté. Comme ça, c'est très précis. Dans cette histoire, les objets, les jouets d'un enfant se vengent des mauvais traitements qu'ils ont reçus. Vieux meubles, théières, animaux de compagnie sont incarnés par les chanteurs. Un même costume pour tous, les projections font la différence. Ça signifie que quand les lumières sont projetées sur nous, on s'illumine. C'est assez magique. Ça paraît gris et terne avec des lumières normales, mais sur scène c'est spectaculaire. Maurice Ravel a appelé son opéra « L'Enfant et les sortilèges », des sortilèges qui tiennent bien leurs promesses dans cette très très belle production lyonnaise. Et notez ce rendez-vous pour dimanche. Nicolas Sarkozy sera l'invité de Dimanche en politique à 12h10, présenté par Francis Letellier. Et c'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez Catherine Latoche pour le 12-13 et le 19-20. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Belle nuit à vous. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.